Majestueuse et tranquille, la Seine accomplit comme un regret la dernière partie de son cours. La mer est proche. Jusqu'en 1959, seuls des bacs permettaient ici de franchir le fleuve, non sans difficulté durant la mauvaise saison. Au beau jour, l'afflux des touristes provoquait des embouteillages interminables. Les 11 bacs du cours inférieur de la Seine, d'une dépense d'exploitation élevée, n'offraient qu'un faible débit. Le grand port du Havre restait pratiquement coupé d'une vaste portion de la France, à une époque où la route multiplie les échanges économiques et touristiques. Sur les 125 derniers kilomètres du cours de la Seine jusqu'à Rouen, aucun passage permanent. Telles sont les raisons qui ont milité en faveur de la construction du pont de Tancarville. C'est un pont suspendu, prenant appui sur 2 pylônes en béton armé. Les câbles porteurs sont ancrés rive droite dans la falaise calcaire, rive gauche dans un massif de béton. Sur cette rive basse, l'accès se fait par un viaduc. Le massif d'ancrage rive gauche a les dimensions de l'Arc de Triomphe, le tablier du pont 1400 mètres, la distance de l'Étoile au rond-point des Champs-Élysées. La hauteur des pylônes atteint presque 2 fois celle des tours de Notre-Dame. À partir du site nu, tel qu'il se présente en novembre 1955, date de la mise en route des travaux, nous allons voir s'édifier successivement les différents ouvrages qui constituent le pont de Tancarville. Sur la rive gauche, le viaduc d'accès comporte 8 travées de 50 mètres chacune, en béton précontraint, s'appuyant sur des piles fondées sur pieux de béton armé. Il a fallu enfoncer ces pieux jusqu'à la couche de sable et de galets compacts qui se trouve ici à une vingtaine de mètres de profondeur. Tandis que s'élevaient les piles, on construisit la rampe d'accès en remblai dont la hauteur devait atteindre près de 16 mètres. Les 40 poutres nécessaires pour les 8 travées étaient préfabriquées à terre à proximité des piles. On employa des coffrages métalliques. 22 câbles assurent la précontrainte des poutres qui pèsent chacune 120 tonnes. Les opérations de levage furent exécutées à l'aide de 4 treuils puissants. La fragilité au déversement des poutres rendait cette manœuvre particulièrement délicate. Au sommet des piles, la poutre était ripée transversalement sur des chariots sur rail, puis déposée doucement à la place exacte qui lui était assignée parmi les 5 poutres de la travée. Entre ces 5 poutres, il fallait enfin couler les ourdis, également en béton, précontraints par des câbles transversaux placés tous les 75 cm. Cependant, la construction de la rampe d'accès en remblai s'achevait. Le 1er avril 1958, il ne restait plus qu'à compléter la simple et légère silhouette du viaduc en mettant en place la 5e poutre de la 8e et dernière travée, la plus haute, celle qui prend appui sur le massif d'ancrage. Les 40 opérations de levage avaient été menées à bien sans aucun incident. Dans la construction du pont de Tancarville, une phase importante venait de prendre fin. Avec leurs 125 mètres de hauteur, les pylônes en béton armé détiennent un record mondial. Quelle fut la technique de construction adoptée? Voyons d'abord le schéma de la fondation du pylône de la rive gauche. Elle débuta par la construction du caisson sur une hauteur de 8 mètres. Fonçage par havage à l'air libre par phase de 4 mètres de hauteur. Le maintien de la verticalité et de l'implantation était essentiel. On descendit ainsi, par havage, jusqu'à 23 mètres de profondeur. Les 5 derniers mètres étaient réservés pour être foncés à l'air comprimé afin de ne pas remanier l'assise de fondation. Nous assistons ici aux opérations de havage. Les dalles de plafond de la chambre de travail à l'air comprimé et 6 cheminées d'accès furent mises en place au scaphandre. Pour assurer l'étanchéité à l'air comprimé, 2300 mètres cubes de béton furent coulés sous l'eau par le procédé Fougerolles. Le délai réduit disponible
obligea à prévoir de commencer l'exécution du pylône avant l'achèvement du fonçage. Une énorme dalle de 8 mètres d'épaisseur fut prévue comme appui du pylône. Elle était désolidarisée du reste de la fondation afin de pouvoir être éventuellement redressée par des vérins hydrauliques d'une force totale de 15 000 tonnes si le caisson s'inclinait en fin de fonçage. Mais le caisson descendit exactement à la place prévue. Il n'y eut donc qu'à bétonner la chambre de travail et à bloquer la dalle pendant que la construction du pylône progressait sans perturbation. Sur la rive droite, le pylône devait reposer non sur un caisson unique comme celui de la rive gauche, mais sur 2 caissons fondés sur le rocher. Les ouvriers durent creuser dans la marne jusqu'à la cote -9 pour atteindre celui-ci. Les fondations des 2 pylônes ont un volume total de 14 500 mètres cubes. Les pylônes sont constitués par 2 montants réunis au niveau du tablier par une traverse couronnant un voile et solidarisés au sommet par une autre toise. L'exécution se fit par paliers de 2,50 m. Un joint était réservé dans le voile pour le retrait du béton. Des fûts coulissants dans des cheminées portaient les installations de chantier, grues, plateformes de travail, recettes des ascenseurs. L'ensemble des installations était relevé à chaque phase de bétonnage. Les fûts enfilés dans les cheminées s'appuyaient sur des verrous inférieurs bloqués au fond d'alvéoles. Un vérin hydraulique les reliait à des verrous supérieurs. Pour le relevage, les verrous supérieurs se repliaient et le vérin les levait jusqu'aux alvéoles suivants, dans lesquels on les bloquait. On dégageait alors les verrous inférieurs. En se refermant, le vérin remontait toute l'installation. Les verrous inférieurs se retrouvaient devant des alvéoles dans lesquelles ils prenaient appui pour la phase suivante. Ainsi, peu à peu, les pylônes s'élevaient avec une régularité remarquable. Les diverses opérations du bétonnage, approvisionnement, compactage, se succédaient presque sans interruption, tandis que l'on montait la charpente. Au niveau du tablier, une traverse rigide était prévue pour l'appui de la charpente. Plus haut, les montants isolés étaient légèrement inclinés. Leur poids tendait à les fléchir l'un vers l'autre. Efforts et déformations auraient pu devenir importants. Aussi, les montants furent-ils calés l'un sur l'autre par un buton métallique. Puis, un deuxième buton fut nécessaire. Et ce fut l'exécution de l'entretoise sous forme d'un treillis métallique. Ici, le pylône est en voie d'achèvement. On remarque la passerelle de travail qui, au fur et à mesure de l'exécution, est soulevée par les 2 grues dont les fûts sont encastrés dans les cheminées intérieures des montants. Nous avons déjà noté la régularité de ce travail. Même les périodes les plus rigoureuses de l'hiver n'influèrent qu'à peine sur sa progression. Bien entendu, des précautions particulières furent nécessaires pour éviter le gel et assurer une parfaite prise du béton. Préchauffage de l'eau, plastifiant, chlorure de sodium. Ainsi, la navette des bennes d'approvisionnement put continuer pendant la mauvaise saison et le chantier n'interrompit pratiquement jamais son activité.
Les pylônes record du monde étaient prêts le 15 mars 1958, date où les constructeurs métalliques prirent possession des ouvrages de béton. Outre ces pylônes, le génie civil avait alors mené à leur terme deux autres réalisations remarquables. Les massifs d'ancrage, dont nous allons suivre à présent le processus de construction. Le massif d'ancrage rive gauche, qui a les dimensions de l'Arc de Triomphe de Paris, est chargé de transmettre au terrain l'effort de traction des câbles porteurs. L'ouvrage étant construit sur le marais Vernier, une des plus grandes difficultés était de le faire reposer sur une couche de terrain suffisamment résistante, située à 22 mètres de profondeur. Il fallut pour cela descendre par havage 3 caissons de fondation, pour s'asseoir sur la même couche de sable et de galets compacts qui sert d'appui, nous l'avons vu, au pieu du viaduc d'accès et aux pylônes de cette rive. La superstructure du massif comprend 2 murs épais de 4,20 mètres, distants de 16 mètres d'axe en axe. Les 23 000 mètres cubes de béton nécessaires à la construction du massif ont nécessité la mise en service d'une centrale à béton moderne, capable de produire 25 mètres cubes à l'heure, et qui fonctionna de nuit comme de jour. Les 2 murs sont contreventés par 3 entretoises en béton armé et une caisse à l'est contenant 3500 tonnes de gros béton. L'effort de traction T, qui est de 8000 tonnes par câble, se compose avec le poids P de l'ouvrage et du lest pour donner une résultante C, qui est transmise au caisson avant par une articulation Fraissinet de dimension exceptionnelle, la plus grande articulation du monde en béton. L'équilibre de ces forces, introduit dans le massif, des efforts importants qui sont équilibrés par un réseau complexe de câbles de précontrainte. On voit ici la mise en tension de ces câbles par vérin, suivant le procédé STUP. Sur la rive droite, le massif d'ancrage est coulé au cœur même de la falaise calcaire. L'ancrage est constitué de 2 tirants de 58 mètres en béton précontraint, reliés à leur base par une grosse traverse en béton armé de 32 mètres de longueur. En tête de chaque tirant sont ancrés les câbles porteurs. 2 puits permettent l'accès à la galerie intérieure de visite. Voici l'aspect général extérieur du chantier de la rive droite, avec les entrées des 2 galeries. La mise au profil des terrassements en souterrain a nécessité un travail à la pioche. Parfois, des fissures importantes ont été rencontrées dans la roche crayeuse calcaire tendre, ce qui a nécessité des injections de ciment. Les déblais étaient évacués vers le bas par scraper. Ces déblais étaient ensuite remontés en surface par des bennes suspendues aux câbles de grue pivotantes installés au-dessus de l'ouverture des puits verticaux d'accès. Ils étaient utilisés notamment pour certains remblayages au cours de la fabrication des gabions destinés à former coffrage pour les parois verticales des chambres d'épanouissement. Le terrassement étant terminé, les 2 tirants d'ancrage ont été bétonnés à pleine fouille. Nous voyons ici le bétonnage du radier d'une des chambres d'épanouissement. Chacun des 2 tirants comporte une galerie de visite. Ils sont armés de 120 câbles de précontrainte BBR Boussiron et d'un important ferraillage. La solution tirant précontraint a été adoptée afin que le béton des tirants soit constamment comprimé, ce qui évite le danger de fissuration et la pénétration d'eau extérieure. Ces images donnent une idée de la complexité du travail de pose des câbles de précontrainte et de l'important ferraillage qui dut être effectué dans les tirants. Les tirants devaient être ensuite bétonnés d'une manière sensiblement continue, en partie par injection de béton sous pression, en partie au moyen de goulottes.
Au préalable, des coffrages en bois seraient disposés pour ménager au centre du système la place des galeries de visite. Nous assistons ici, à la partie supérieure des tirants, à la pose des tiges d'ancrage sur lesquelles viendront se fixer les câbles porteurs. Ainsi, les ouvrages de génie civil, en dépit d'un rude hiver, ont pu être menés à bien. Le 15 mars 1958, 28 mois après le début des travaux, les constructeurs métalliques vont pouvoir prendre la relève. Ils n'ont que 16 mois devant eux, l'inauguration étant prévue pour le 14 juillet 59. Mais déjà, ils ont résolu les équations compliquées dues aux dispositions originales adoptées pour mieux résister aux effets du vent. Câble porteur fixé sur les poutres de rigidité par un nœud central, point fixe du tablier sur massif rive gauche, continuité des poutres de rigidité au droit des pylônes. Les calculs ont été vérifiés sur modèle réduit au centième, ainsi que la résistance à la torsion du tablier, tandis que l'étude de la stabilité aérodynamique était faite analytiquement avec vérification en soufflerie. Puis, les forges et les ateliers se sont mis au travail. Dans les forges, s'est élaboré l'acier destiné aux 3200 tonnes de câbles, 7600 tonnes du tablier, 1200 tonnes de pièces en acier moulé et en acier forgé. L'acier de qualité est fabriqué dans d'immenses usines sidérurgiques équipées de puissants fours électriques. Les constituants de l'acier soigneusement dosés sont portés à une température élevée, contrôlée avec précision, et le liquide devenu homogène est alors prêt pour la coulée. L'acier est coulé en poche pour donner des lingots. Suivant leur destination, ces lingots sont laminés en billettes, tôles et profilés pour fabriquer les aciers laminés, ou bien forgés ou encore préfilés. Au contraire, l'acier liquide sortant du four est directement coulé en moule pour la confection des pièces en acier moulé. Les bobines des fils élémentaires, 4,7 mm de diamètre, 1100 mètres de longueur, qui serviront à la confection des câbles, sont stockées en atelier. Puis se déroule le câblage, opération effectuée sur grosse machine réalisant la préfabrication de câbles de 72 mm à fil à torsion alternative. Et de l'atelier sortent des bobines de 27 tonnes chacune, 1060 mètres de longueur, ce qui permettra de faire la mise en place très rapidement, suivant une technique européenne bien au point, par opposition à la technique américaine qui consiste à construire les câbles sur place en partant des bobines de fils élémentaires. Les câbles sont expédiés au chantier par voie ferrée. Passons maintenant dans les ateliers usinant le tablier. Après les opérations de découpage et de perçage, les éléments sont montés à blanc pour obtenir la précision du millimètre. Après démontage, expédition et stockage sur chantier, les éléments seront mis en place par transporteurs aériens sans échafaudage. Les diverses pièces en acier moulé, après la sortie du moule, sont usinées avec soin sur de puissantes machines-outils. Les selles sur pylônes et sellettes sur culées sont usinées sur un tour de 12 mètres de plateau, spécialement conçu pour l'usinage des faces extérieures et intérieures. Les coquilles du nœud central, après perçage, sont rabotées. Les gorges des selles d'appui sont soigneusement vérifiées après tournage. Nous revenons sur le chantier
où les constructeurs mettent en place leurs installations en haut des pylônes et sur les ancrages. Première opération spectaculaire, celle de la levée des selles en haut des pylônes. La pièce de 28 tonnes, dont le point d'accrochage a été soigneusement calculé, est levée lentement de champ. À son arrivée au sommet des pylônes, à 123 mètres de hauteur, la pièce est basculée pour reprendre sa position horizontale. Sur le chantier, 112 bobines de 1060 mètres attendent d'être déroulées. On procède au culottage des extrémités qui se fixeront aux ancrages. C'est maintenant le début de lançage des câbles auxiliaires devant supporter les cabines de téléphérique et les transporteurs aériens. Les premiers sont amenés en place par chaland, car il faut bien commencer par tendre une première ficelle au travers du fleuve. Toutefois, en raison des impératifs de la navigation, la durée de l'opération a été minutée à l'avance, le pont de Tancarville devant être construit sans interrompre même une seule journée le mouvement des navires sur le fleuve. Et le lançage des câbles porteurs commence. Lentement au début, car les équipes doivent être entraînées et le matériel rodé. Le câble en lancement est suspendu de distance en distance par monocyclette à un transporteur aérien appelé trail. Au passage sur les têtes de pylônes, il faut démonter une à une les monocyclettes. Et le câble arrive finalement sur l'ancrage rive gauche. Il reste alors à décrocher les monocyclettes sur toute la longueur. De jour en jour, la cadence s'accélère. Un câble par semaine au début, puis 2 et 3 et finalement 5. Le 112e et dernier est précédé d'un gros bouquet. Il est lancé le 8 août, 7 jours avant la fin du délai prévu. Pour que les ouvriers opèrent sans danger, en toute sécurité, 2 téléphériques avec nacelle, une bleue, une rouge, ont été montés. Le réglage des nappes de câbles est effectué avec précision, car il n'y aura plus ensuite aucune possibilité de modifier les flèches des câbles et du tablier. Voici la coupe d'un câble porteur.
deux premières pièces du nœud central, de 40 tonnes chacune, sont amenées sur chaland pour être hissées lentement à plus de 50 mètres de hauteur. Elles seront fixées au point le plus bas de chacun des deux câbles porteurs, au milieu de la travée centrale, rendant ainsi solidaire en ce point le câble et le tablier. Cette disposition favorisera la tenue au vent de l'ouvrage en s'opposant aux oscillations. Plusieurs chantiers sont prévus pour le montage du tablier, 4 de part et d'autre des pylônes et 2 en partant du centre. Tous les éléments du tablier sont stockés à terre, assemblés en tronçons, puis levés à partir des pylônes pour être hissés au niveau du tablier en cours de montage. Sur les câbles, on procède à la pose des colliers auxquels sont accrochées les suspentes. Le montage se poursuivra pendant de longues semaines, du 15 août 1958 à fin mars 1959, avec toujours le même souci de sécurité pour les ouvriers, dans le but d'éviter toute chute mortelle, malgré un travail d'acrobate sans filet. Pour y parvenir, il fallait supprimer les causes d'accidents, et vous remarquerez tout au long de cette séquence les passerelles et les échafaudages préparés à l'avance pour éviter toute possibilité de chute de grande hauteur. Voici, vu en coupe, l'ossature du tablier. Ainsi, malgré pluie et vent, en dépit du brouillard ou du verglas, les pièces du tablier sont amenées à leur place définitive. 500 tonnes en décembre, 1000 tonnes en janvier et février, 2000 tonnes en mars. Le pont de Tancarville prend forme. La beauté de l'épure tracée sur le papier s'inscrit désormais sur l'un des horizons les plus harmonieux de France.
Petit à petit, les brèches se réduisent. Et sans attendre, le rivetage commence. Les pièces de liaison et d'appui entre tablier et maçonnerie sont montées à leur tour. Enfin, les dernières brèches se résorbent. Et grâce à la haute précision de la construction en atelier, aucune erreur ne se révèle à la pose des derniers éléments de bouclage de la charpente. Alors, les dernières tôles du platelage métallique sont montées pour boucher les vides qui avaient été ménagés, afin de réduire la force portante du tablier sous l'action des tourbillons du vent, car le pont suspendu relève de la même technique que les ailes d'avion. Leur position avait été fixée après calcul et essai en soufflerie. Et lorsque le rivetage sera terminé, le pont de Tancarville présentera avec son nœud central et sa section transversale très résistante à la torsion, toutes les qualités requises pour résister aux tempêtes. Car un vent de 220 km/h est un maximum jamais dépassé en France, alors que la vitesse critique qui mettrait en danger le tablier de Tancarville est de 720 km/h. Sans attendre cette fin de rivetage, les armatures de la dalle sont préparées et les liaisons dalle-tôle mises en place. Charpente rive gauche, j'appelle le nœud central, répondez. Le nœud central écoute. Pour la première fois à notre connaissance, cette liaison est réalisée par Goujon Soudé. Nous allons emboîter les poutres 15G, faites attention à la manœuvre. Attention à boule à l'avant. Une fièvre intense règne sur le chantier au printemps 1959 et tous les corps de métier s'affairent dans une lutte éperdue contre la montre. Monteurs, maçons, électriciens, terrassiers sur les accès, c'est un travail d'équipe rapide mais ordonné. Il faut tenir la date contractuelle du 14 juillet 1959. Le 1er juillet, les essais ont lieu. Un convoi sur 2 files de 60 camions, pesant au total 1 millier de tonnes, est placé successivement dans 7 positions différentes et les plus défavorables. Pendant ce temps, de nombreux observateurs, placés au point névralgique, auscultent l'ouvrage. Essai concluant. Et la mise en service pouvait être réalisée le 2 juillet à 22 heures. Lors de l'inauguration officielle par M. Buron, ministre des Travaux publics, en présence du président René Coty, les orateurs se plurent à noter que les objectifs avaient été magnifiquement atteints. Beauté, car l'ouvrage s'inscrit parfaitement dans le paysage grandiose de la vallée de la Seine. Technicité, par le souci de réaliser un des ponts les plus stables du monde. Sécurité, par le souci constant de réaliser toute la construction sans accident mortel pour 3 500 000 heures d'ouvriers. Œuvre commune de la Chambre de commerce du Havre, des ingénieurs des ponts et chaussées et des 12 entreprises qui l'ont construit, le pont de Tancarville est une nouvelle preuve de la vitalité de la technique française, de son originalité et de son efficacité.